Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, dimanche 16 janvier 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Tawa, où le président de la République, Mohamed Bazoum, va effectuer à compter de demain, lundi, donc une visite de 72 heures à la veille de ce déplacement du chef de l'État. La ville de Tawa fait déjà sa toilette pour réserver un accueil digne du nom à leur hôte. Constat avec nos envoyés spéciaux qui sont sur place, Adam Soumana et Ibrahim Abdou. La capitale de l'Ader, Tawalele, est en plein toilettage en cette journée dominicale afin d'accueillir un grand événement. Cet événement, c'est l'arrivée du chef de l'État dans la cité légendaire d'Agaba. Une première pour Bazoum Mohamed qui va ainsi constater de visu les conditions de vie de cette laborieuse population dans un contexte marqué par l'insécurité. Les autorités politiques et administratives de la localité de leur côté mettent les bouchées doubles pour rendre mémorable cette visite présidentielle. L'accueil ne sera pas un accueil partisan, c'est un accueil de tous les Nigériens, puisque le message que porte son Excellence concerne vraiment tout le monde, à plus d'un titre. Donc c'est pour cette raison que je lance un appel aux gens qui sont de passage à Tawa, ceux qui sont résidents à Tawa et ceux qui sont même loin. En ma qualité de président de l'association des maires du Niger, j'ai lancé des appels jusqu'à Difa. J'espère qu'ils sont en train de m'écouter. On a dit il faut venir. Parce que nous-mêmes, on était à Engala, on était à Tilaberi, on était à Agadez. Donc c'est un appel qu'on a lancé et déjà toutes les élites s'activent. Et comme le président de la République va venir demain, nous ici, il faut qu'on prenne des mesures pour savoir où va le président. C'est d'abord à Tilia. Il va aller à Tilia. Vous savez, Tilia, c'est véritablement le centre, en tout cas pour ce qui nous concerne notre région. C'est là-bas le théâtre beaucoup plus de ces éléments terroristes-là. Il va aller à Tilia le lundi. Le mardi, il ira à Tibaram. Vous savez ce qu'a été Tibaram ces dernières semaines, avec les deux attaques qu'elles ont eues, destruction du CSI, brûlée de leur ambulance, et les installations téléphoniques, comment dirais-je, vandalisées. Donc, il va aller aussi à Tilia. Ça sera le mardi. Et le mercredi, il descendra sur Bangui. Tout ça pour compatir avec la population qui est victime de ces agitations, aussi bien de ces éléments terroristes que de ces voyous kidnappeurs. L'espoir est grand et la joie immense chez les populations de la cité de l'Ader pour cette visite du premier citoyen nigérien. Les gens sont tellement motivés, sont très contents. Les gens sont prêts à accueillir très bien le président par rapport à sa première visite dans la région de l'Ader. C'est que sur tout le monde est fier et on est très content. On attend vraiment les engagements qu'il a pris vis-à-vis du peuple nigérien. Et puis vraiment nous le soutenons pour qu'il puisse vraiment accomplir ce qu'il a promis aux Nigériens. On le soutient. On préfère qu'à son arrivée, vraiment, on veut que vraiment, comme il va visiter certaines localités, par exemple Tilia Tassara, là où l'insécurité règne, on veut que vraiment le président mette le point pour que vraiment la sécurité vienne dans la région. À l'instar des populations de l'Ader, les regards de l'ensemble des Nigériens seront tournés vers Tawa dans les heures à venir pour cette première visite du président de la République, qui s'est vue une suite logique de tournées entamées dans les régions du pays en proie à l'insécurité, afin de témoigner de sa compassion aux victimes du terrorisme et échanger personnellement avec les populations pour trouver les voies et moyens permettant d'endiguer ce fléau. La situation des admissibles au concours de la douane de 2018 est toujours sans issue. Ce jour, ces concernés étaient face à la presse pour rappeler aux autorités la situation qui est toujours bloquée donc, au niveau de certaines, qui est toujours bloquée malgré la décision de la justice. Une situation qui a poussé aujourd'hui les admis à rendre publique une déclaration dans laquelle il interpelle aussi le président de la République pour décanter la situation. Le résumé avec Ismaël Mouni et Halid Bourema.
Les multiples sittings et la plainte déposée au tribunal de grande instance hors classe de Niamey contre le ministre des Finances pour refus de respecter une décision de justice n'ont rien donné jusqu'à présent, et voilà que le syndicat national des agents de douane SNAD décide d'amener l'affaire au niveau de la présidence de la République afin d'obtenir l'annulation d'une décision de justice devenue définitive selon ses admissibles. Ces derniers comprennent que le procureur de la République soit occupé ou surchargé pour s'intéresser à leur plainte, mais espèrent que le jour où nous aurons bloqué le ministre dans ses bureaux ou ailleurs pour exiger nos arrêtés définitifs, que les forces de l'ordre et le procureur observeront la même lenteur pour intervenir. L'égalité de tous les Nigériens devant la loi, consacrée par la Constitution, nous devons bénéficier du même traitement que celui accordé au ministre des Finances et les membres du SNAD. Nous n'aurons pas besoin de plusieurs semaines, juste une journée, sans intervention des forces de l'ordre. Nous espérons de même que le jour où nous allons confectionner et porter la tenue douanière afin d'aller prendre service dans l'administration douanière sans attendre l'aval du ministre qui s'y oppose, nous ne rencontrerons aucune résistance de la part des autorités et que le procureur s'abstiendra à toute poursuite à notre encontre. Car nous ne faisons qu'agir en vertu de la formule exécutoire apposée à l'arrêt qui dit « Au nom du peuple nigérien, le président de la République mande et ordonne à tout huissier sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux procureurs généraux près des cours d'appel, aux procureurs de la République près des tribunaux des grandes instances, d'y tenir la main à tout commandant ou office de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. » Ces admissibles au concours de douane de septembre 2018 lancent ce cri de cœur au père de la nation. Sans être discourtois, nous rappelons au président de la République son vœu qu'il ne cesse d'exprimer et auquel nous croyons, celui de veiller au respect de la justice et de son indépendance et de sa crédibilité. Ceci ne serait possible si les décisions de justice sont à tout bout de champ remises en cause ou rencontrent des refus d'exécution par simple question d'intérêt politicien ou partisan. À cet effet, nous demandons au président de la République, chef de l'administration, garant du principe des lois, du respect des lois, de ne pas se laisser induire en erreur par le syndicat et le ministre, et d'enjoindre à ce dernier de se conformer à la décision de justice, seule garantie de stabilité et de bonne gouvernance dans un état de droit. Les admissibles compatissent aux côtés de tous les Nigériens qui souffrent de la perte de leurs proches dans les attaques terroristes, leur présentent leurs condoléances les plus attristées et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Le mercredi dernier, le président de la République, chef de l'État, a rencontré les organisations de la société civile nigérienne. Des échanges qui ont duré de 2 heures pour parler de la situation nationale, notamment la situation sécuritaire. Au lendemain de cette rencontre, les représentants de la société civile à cette rencontre étaient face à la presse pour rendre publique une déclaration, mais pour tenir aussi informer la population sur l'objet de la rencontre. Je propose de suivre un extrait avec Moussa Tchangari. Au cours de cette rencontre, qui a duré de 17h à 21h, le chef de l'État a fait un large exposé sur la situation sécuritaire qui prévaut dans différentes régions de notre pays, notamment les régions de Difa, Tillabéri, Tawa, Maradi, Agadez et Dosso. Cet exposé a été l'occasion pour le chef de l'État de partager avec les acteurs de la société civile non seulement ses inquiétudes, mais aussi les efforts accomplis et envisagés par le gouvernement pour faire face à la situation. Le chef de l'État a annoncé notamment son intention de réactiver le Conseil national de dialogue politique pour apaiser le climat politique dans le pays, de lutter contre le trafic des armes, de la drogue et du carburant, ainsi que sa disponibilité et son ouverture à toute initiative de la société civile visant à apporter une réponse adéquate à la crise sécuritaire en cours dans notre pays et d'autres pays de la région. En réaction à l'exposé du président de la République, la délégation des acteurs de la société civile, tout en se félicitant de cette initiative de dialogue, a attiré son attention sur un certain nombre de constats amers, plusieurs fois soulignés dans les déclarations et prises de position de la société civile, en particulier les déclarations rendues publiques en mai 2021 et le 8 juillet 2022.
La délégation a notamment exprimé ses vives préoccupations quant à la dégradation de la situation sociale, économique et sécuritaire ayant cours dans notre pays, non-respect des textes fondamentaux de la République par les pouvoirs publics eux-mêmes et à la détention arbitraire de plusieurs personnes pour des faits politiques et d'opinion à l'issue des échanges avec le chef de l'État, et tout en restant vigilant et mobilisé pour la défense des droits humains et la promotion de la bonne gouvernance, la délégation des acteurs de la société civile note avec satisfaction et salue vivement 1. L'engagement pris par le président de la République de ne jamais inquiéter et emprisonner des acteurs de la société civile pour leurs opinions et de ne plus faire entrave à l'exercice des libertés individuelles et collectives, notamment la liberté de manifestation, dont il dit avoir lui-même assez joui pour en devenir un prédateur. 2. La volonté affichée du chef de l'État de poursuivre, malgré les obstacles qu'il a lui-même soulevés, la lutte contre la corruption, les fraudes au concours et examens, les recrutements complaisants, le trafic d'armes, de drogue et de carburant, d'équiper et soutenir les forces de défense et de sécurité, d'entretenir des canaux de discussion et de négociation avec certains éléments des groupes insurgés, ainsi que d'œuvrer à l'apaisement du climat politique dans le pays à travers la réactivation du Conseil national du dialogue politique CNDP. 3. L'engagement du chef de l'État a continué à œuvrer à ce que la justice soit rendue pour les personnes tuées ou blessées lors des tristes événements survenus à Djerra, où des éléments de la force Barkhane ont tiré à balles réelles sur des jeunes manifestants. 4. La claire conscience affichée par le chef de l'État quant à tous les risques liés à l'émergence de groupes d'autodéfense et à l'enjeu que représente le respect par les agents des forces publiques des normes relatives aux droits humains ou au droit international humanitaire dans un contexte de conflit armé. 5. L'accueil favorable par le chef de l'État de l'appel de la société civile invitant les pouvoirs publics et tous les acteurs sociaux et politiques à créer les conditions non seulement d'une concertation nationale inclusive autour des questions de paix et de sécurité dans l'espace sahélien, mais aussi d'une sortie de la crise en cours par la voie du dialogue. Aussi, prenant en compte tous ces points positifs, nous ferons au cours des prochains jours des propositions tendant à concrétiser la volonté de décrisper le climat politique et social et de jeter les bases d'une réflexion et d'action collective visant à sortir notre pays de la grave crise dans laquelle il s'est installé et qui menace son intégrité et sa souveraineté. C'était à l'instant Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, un des représentants de la société civile à la rencontre avec le président de la République le mercredi dernier au palais de la présidence. Et justement, pour parler de cette situation plus en détail ou de cette rencontre avec le président de la République et les acteurs de la société civile, nous recevons sur ce plateau Nuhu Mamadou Arzika, président du MPCR, également membre de cette délégation. Président Nuhu, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour éclairer davantage les Nigériens sur votre rencontre le mercredi dernier avec le président de la République. Et pour commencer, expliquez-nous brièvement comment ça s'est passé cette rencontre. Vous avez demandé où c'est le chef d'État qui vous a invité. Bon, je vous remercie. Et je pense que c'est très important, mais avant de répondre à votre question, permettez-nous de profiter de l'occasion pour présenter les condoléances les plus attristées aux familles et de nos forces de défense et de sécurité et à certaines familles aussi éplorées des civils innocentes qui ont été pris au piège des activités terroristes dangereuses qui aujourd'hui embêtent notre pays.
et aussi profiter de l'occasion au plan social pour présenter les condoléances à la famille de Suleiman Abari, qui s'est éteint hier et qui a été enterré ce matin. Suleiman Abari, c'est l'ancien préfet-maire de la ville de Niamey. Et ensuite, il y a aussi le grand frère de notre camarade, M. Sanous Tambarjakou, qui a perdu un de ses frères. Mais aussi un autre frère, le ministre de l'équipement d'aujourd'hui, M. Mokhtar Sabo, qui a perdu un de ses fils dans un accident grave au niveau du site de la Cominac où il était en train d'intervenir dans le cadre des activités de leur entreprise, notamment. C'est un jeune à la fleur de l'âge. Ça nous a profondément attristés. Et vraiment, nous profitons de l'occasion pour présenter les condoléances précisément à Mokhtar Sabo, à toute sa famille et à tous ses frères. Cela dit, vous le savez, nous avons été invités effectivement par le chef de l'État à le rencontrer pour qu'il nous entretienne d'un certain nombre de sujets dont on ne connaissait pas auparavant le contenu. Il a fallu qu'on accepte d'y être pour savoir exactement c'est quoi ses préoccupations. Et comme d'habitude, vous savez, nous l'avons déjà dit à qui veut l'entendre, nous sommes des acteurs de la société civile citoyenne et avec un esprit très clairement indépendant. Et nous estimons aussi parmi la bonne conduite que nous devons observer à tous les coups, nous ne pouvons pas récuser une sollicitation, surtout lorsque nous considérons que nous avons nous-mêmes des choses à dire. Parce qu'il y a quelques jours seulement, certaines de nous avons fait à travers tout ce qu'on a pu dire, les déclarations, les dénonciations, les condamnations, tout ce qu'on a fait. On a soulevé un certain nombre de problèmes très importants qui concernent la vie de la nation et dont on pense que de la responsabilité qui est celle de M. Bazoum aujourd'hui, et on peut espérer qu'en échangeant avec lui, il est possible qu'on puisse avoir la possibilité de saisir l'occasion pour parler très clairement d'un certain nombre de sujets. Et justement, quand on est arrivé à ce niveau, comme ça a été dit dans le compte-rendu, il a tenu à nous dire pourquoi il a souhaité nous rencontrer. Il voulait nous faire le compte-rendu de l'état de la situation sécuritaire nationale et qui reste préoccupante pour lui. Et il a pensé qu'il y a des questions qu'il devait partager, des points qu'il devait partager avec nous en tant qu'acteur de la société civile, au vu de l'idée qu'il se fait désormais de notre travail d'acteurs de la société civile qui ont fait déjà leur preuve depuis des années sur notre patriotisme social et sur la prise en compte des préoccupations de la nation et du peuple, et pour lesquelles on en a fait pratiquement l'objet de notre combat. Et nous, particulièrement en ce qui nous concerne, au niveau du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, le mouvement que nous conduisons aujourd'hui est une excroissance des autres structures qu'on avait créées plus tôt pour mener tous les combats que nous avons faits, et dont notamment le mouvement citoyen patriotique pour la défense de la nation et du peuple, et avec lequel nous avons mené tout ce que vous connaissez comme combat dans les années antérieures, pour susciter la prise de conscience de nos compatriotes et amener les uns et les autres à comprendre que le patriotisme est une obligation citoyenne. Chaque citoyen est censé se sentir concerné par la vie de son pays, par l'obligation aussi de s'investir pour contribuer à la défense de la nation conformément à ce qui a été prévu dans la Constitution à son article 38. Donc nous avons eu à l'écouter. Il a fait un exposé justement préliminaire à travers lequel il a fait le tour d'horizon des questions sécuritaires au niveau de l'ensemble du pays par les différentes régions. Et après, maintenant, il a souhaité nous passer la parole pour que nous puissions
puissions faire nos observations et dire ce que nous pensons de ça. Évidemment, nous avons estimé que c'est une initiative intéressante, novatrice. Au départ, on avait des appréhensions, on se demandait à quoi ça rime, à quoi ça va servir, est-ce opportun, ainsi de suite, tout ça. Mais finalement, on avait découvert que c'était très intéressant. Parce que ça nous a donné l'occasion, durant 4 heures de loge, 4 heures d'horloge, hein, de 17h à 21h, pour pratiquement échanger. Là, on est allé au-delà des questions de la sécurité qu'il a abordées, qu'il a exposées, pour mettre sur la table les différents problèmes qui sont là, qui sont des problèmes de notre pays aujourd'hui. Et que c'est cette question-là, et nous avons estimé que c'est très important, parce que ça nous a permis, et dans l'échange que nous avons fait, de faire le passé en revue sur la situation de la gouvernance et la qualité de la gouvernance, les difficultés aujourd'hui auxquelles font face notre vie démocratique, notre état de droit, notre vie républicaine. Nous avons tenu à rappeler ces fondamentaux et faire en sorte que de vive voix, nous lui rappelons que ce qui est en train de se passer, notamment en ce qui concerne les brimades, les rétrécissements de l'espace civique, le fait de vouloir empêcher à ce que nous, organisations de la société civile, lorsque nous développons des initiatives de manifestation publique, on décide de nous empêcher systématiquement et en prétextant des choses qui sont des arguments fallacieux, et surtout avec l'indignation que nous avons voulu exprimer vivement, que on ne comprend pas. Donc c'est comme un tour de passe-passe. Aujourd'hui, nous avons une ville comme celle de Niamey qui est gérée par... Normalement, on peut considérer que c'est les partis de l'opposition qui sont à la tête de la ville de Niamey et qui devaient avoir un regard plus attentif sur les préoccupations qui sont objets des aspects que nous abordons. Mais on voit bien que c'est de façon, comme on dit, dans une sorte de convergence, que au grand bonheur des stratégies qui sont développées au niveau du gouvernement, que le maire de la ville comment on appelle ça, de Niamey, s'amuse à prétexter de façon fallacieuse et des arguments qui ne tiennent pas la route pour vouloir interdire les manifestations qui sont des manifestations citoyennes. Nous ne quémandons pas notre droit à manifester. C'est un droit constitutionnel. La constitution de notre pays a dit dans son préambule que nous avons au Niger, à travers notre constitution, voulu bâtir un état de droit qui puisse garantir l'exercice des droits collectifs et individuels, et la liberté, la justice, l'égalité, la dignité, la sûreté et le bien-être comme valeur fondamentale de notre société. Donc ce n'est pas un cadeau que les gens nous donnent en essayant d'estimer que si c'est un cadeau qu'ils vont nous faire en nous laissant faire des manifestations ou en décidant de nous empêcher, ils pensent qu'ils ont le droit de le faire. Non, en agissant ainsi, ils violent la Constitution. Et lorsqu'on viole la Constitution, nous avons tenu à dire au président, lorsqu'on viole la Constitution, soit par lui-même, soit par autre agent public, et qui ne dit rien, ça fait partie de son serment à l'article 50 de la Constitution. Et le serment du président, il s'est engagé à respecter la Constitution et à la faire respecter. Et donc, par conséquent, nous considérons que même si c'est un maire qui a décidé de violer ça, nous sommes partis devant le juge. Au niveau de la justice, on a eu un traitement aussi qu'on a constaté. Et le président est concerné parce que c'est lui qui a l'obligation d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État par rapport aux attributions qui sont les siennes. Ça, c'est un des aspects. Autre chose que nous avons soulevée, c'est la question de l'impunité. Nous avons dit, mais on ne peut pas comprendre que dans un pays qui dit clairement que dans l'exercice du pouvoir d'État, l'ethnocentrisme, le régionalisme, le favoritisme, le népotisme, la discrimination sous toutes ses formes, et la corruption, la concussion, le détournement, l'enrichissement illicite et le pouvoir personnel sont bannis et punis par la loi. Il n'est pas admissible qu'on constate qu'il y a une rupture d'égalité manifeste entre les citoyens du Niger, où certains sont considérés comme de première loge, de première zone,
personnes, et d'autres sont des moins que rien, qui sont malléables et corvéables à merci. On peut les jeter en prison comme on veut, et on les oublie même, comme c'est le cas de certains qui sont aujourd'hui, comment on appelle ça, poursuivis pour ce qu'on les a reprochés. Mais il y a des règles de procédure dans notre pays qui font que lorsqu'on interpelle quelqu'un et qu'on fasse un mandat de dépôt à cette personne, quel que soit ce qu'on lui reproche, il a le droit d'être entendu par le juge. Et il a le droit qu'on respecte notre code de procédure pénale, notre code pénal, pour qu'on puisse permettre à ces citoyens de pouvoir savoir son sort. Mais aujourd'hui, il y a des gens, ça fait 10 mois, qui sont, comment on appelle ça, interpellés depuis cette affaire de contestation des résultats. Et ils sont là, on ne les a même plus jamais écoutés pour qu'on puisse se dire, voilà, c'est quoi. Or, on sait que normalement pour des délits considérés comme des délits et des crimes, ou des délits considérés comme ou des délits qui sont donc enfin des fautes qui sont délictuelles, c'est normalement quand on met quelqu'un en mandat de dépôt, dans les 6 mois, on doit traiter son affaire. Et si même ce n'est pas fini, on doit justifier pourquoi ce n'est pas fini. On peut en fait faire un nouveau mandat de 6 mois encore. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un comme ça, comme c'est le cas aujourd'hui. Les gens sont pratiquement laissés comme ça, sous prétexte qu'il y en a des gens qui pensent que c'est eux qui doivent décider du sort de ce que doit être le sort de ces gens-là. Ça n'a pas de sens. Nous avons aussi dit, il y a d'autres cas, notamment la question de comment on appelle ça, des malversations qui ont été observées au niveau du ministère de la Défense nationale. Nous avons dit que le ministère de la Défense, c'est très clair. Le dossier, ce n'est même pas une affaire de ces quelques milliards dont on parle concernant les commerçants. Les commerçants ne peuvent pas être ceux qui se sont octroyés les marchés. Ceux qui ont octroyé les marchés, c'est-à-dire les ministres responsables du ministère au moment des faits et tous ceux qui sont leurs collaborateurs, qui ont organisé l'utilisation de ces 1700 milliards qui ont été mis à la disposition de ces ministères durant la période considérée et qui aujourd'hui, au finish, on a eu le temps de se rendre compte, qu'ils soient civils ou militaires, que les gens se sont mis à s'enrichir bougrement, ils sont là. Ils sont, même s'il n'y a rien du tout, c'est visible que les gens là se sont enrichis illicitement. Donc, ce n'est pas une affaire de marché donné aux commerçants, c'est aussi autre forme de voie d'action que les gens ont utilisée pour pouvoir s'enrichir. Si vous regardez aujourd'hui l'enrichissement de certains responsables militaires, mais c'est incroyable. Et pour des gens qui connaissent très bien, c'est quoi tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Et donc, par conséquent, si on voit les gens obtenir tout ce qu'ils sont en train de emmagasiner, les ministres qui sont passés, on a eu le temps de se rendre compte, voilà comment ils se sont enrichis bougrement, leur comportement, leur attitude dans la ville de Niamey comme à l'intérieur du pays et certains même à l'extérieur. Et même à l'extérieur. Donc voilà pourquoi nous avons dit ça aussi, il faut régler ça. Maintenant, le président avait dit quelque chose qui nous a fait attraper la tête. Oui, parce que tout simplement, il a posé le problème de difficulté de faire avancer sur ce dossier. Parce que tout simplement, il considère que le fait, la nature de la gouvernance, le fait que les gens soient en alliance, le fait que les gens soient dans une sorte de gestion d'alliance, fait que il faut marcher comme sur les œufs et éviter de voir comment sanctionner les gens qui sont des camarades qui sont... Non, nous lui avons dit, et c'est bon de le rappeler, qu'il faut que les uns comme les autres sachent. Nous ne sommes pas dans un système de parti-État. C'est très clair. C'est ça qu'on a combattu à la conférence. Empêcher qu'il y ait parti-État. Vous entendez? Nous avons dit dans ce pays que le président de la République, une fois élu et investi, il est chef de l'État et il est au-dessus des partis politiques. C'est une obligation légale, constitutionnelle. L'article 39 de la Constitution a dit que tout citoyen, civil ou militaire, a l'obligation absolue de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre juridique de la République. Donc il n'y a aucune excuse à dire non, c'est nos amis, c'est nos camarades de l'Alliance ou des camarades du parti, ils ont fauté, on ne peut pas les sanctionner. Si vous avez eu à faire confiance à un de vos camarades et vous l'avez placé dans un ministère au nom de la mission que vous lui avez confiée, il ne travaille pas avec les textes les statuts du parti. Il travaille avec les lois de la République parce qu'il exerce les pouvoirs de la République. Et à partir de ce moment-là, celui qui est dans ce cas, nous ne pouvons pas comprendre qu'on nous dise que quand quelqu'un est coupable des choses évidentes, qu'au nom des considérations partisanes, on va le laisser. Alors que
On lui a rappelé. Le 2 avril, quand il faisait son discours d'investiture, il a dit clairement que ni le parti, ni, je ne sais pas, les amitiés, ni n'importe quelle autre considération ne peut justifier que quelqu'un puisse bénéficier d'une absolution par rapport à une faute qu'il viendrait à commettre. Donc, tout celui qui va commettre une faute et qui sera pris à défaut va aller devant la justice s'expliquer. Et pourquoi aujourd'hui ça bloque? Et on vient maintenant, on nous dit que non, c'est une affaire de considération et de considération. On voit même quand on parlait à des gens qui se font des grimaces, parce que certains même peut-être au moment où on était assis, il y a d'autres qui sont même concernés par ces problèmes que nous soulevons. Et nous considérons que ce n'est pas normal qu'on puisse faire dans ce pays de la discrimination et fondée sur des considérations partisanes. Et là, ça fait appel à l'esprit de clan. Or, on a dit dans l'exercice du pouvoir d'État, l'esprit de clan est banni. Et si l'esprit de clan est banni, on ne peut pas utiliser l'esprit de clan pour faire la rupture d'égalité, notamment les discriminations entre les citoyens. Certains, on les prend allègrement, d'autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais regardez, on a tenu même à lui dire, ce pays-là, avec tout ce qui a pu se passer, l'insécurité même dont il a parlé, mais elle est entretenue et soutenue et provoquée par ces problèmes-là. Donc ceux qui ont fait leur faute, ce n'est pas parce qu'on les a fait confiance. D'ailleurs, quelqu'un qui a été nommé ministre, on l'a fait confiance et il est devenu ministre de la République en vertu de ses relations, de son militantisme reconnu par son camarade devenu président. Mais si on l'a investi et que maintenant il n'a pas bien géré la mission qu'on lui a confiée, d'abord, il a trahi le monsieur qui l'a fait confiance. 2, il a trahi la République. 3, il a abusé, il s'est enrichi illicitement. Et 4, il aura frustré les gens. Maintenant, nous, on est contre personne. Nous l'avons dit, nous ne sommes contre personne. Mais ceux qui ont fait des choses, on ne peut pas aujourd'hui prendre le peuple nigérien et la République du Niger en otage sur la base des considérations partisanes. Les considérations partisanes, c'est au moment des élections. Une fois que les élections sont terminées, c'est la République avec ses lois et règlements qui fonctionnent. Celui qui viole la loi, il doit répondre de ses actes. Oui, Président, donc pendant 4 heures, vous avez parlé, le Président vous a écouté. Et quelle garantie vous a donné par rapport au point évoqué? Aucune garantie. La seule chose, c'est qu'on a échangé. On a échangé, il a entendu ce que nous pensons. D'ailleurs, certaines choses, il les connaît à l'avance. Maintenant, c'est qu'il nous a aussi entretenu d'un certain nombre de questions très importantes qui, effectivement, qu'on ne savait pas avant d'arriver. Maintenant, on a pris bonne note. Nous sommes des citoyens. C'est notre pays. Nous leur avons dit qu'en ce qui concerne le patriotisme, chez nous, il est même débordant. C'est toute notre vie que nous avons donnée dans ce combat citoyen-là, que nous menons, sans que ça ne soit avec des arrière-pensées intéressées ou des choses attendues pour être quoi que ce soit. Maintenant, si les gens ont fauté, nous ne pouvons pas comprendre qu'on puisse prendre la main, on met sur le livre saint de sa confession. On s'engage à faire respecter, à faire respecter. Et qu'au nom des considérations partisanes, d'autres gens qui n'ont rien à voir avec votre serment, donc vous allez avoir plus peur des individus qui sont derrière des macaques parce qu'ils ont triché, ils ont abusé, ils ont mal fait, ils ont violé la loi, ils sont en train de vous faire violer votre serment. Ces gens-là, ce n'est plus même, normalement, ce n'est pas vos amis. Parce que quelqu'un qui ne vous aide pas à réussir l'engagement que vous avez pris au niveau de la population, au niveau du peuple, au niveau de n'importe qui, mais ce monsieur-là ne peut pas être considéré comme un ami parce que lui, il fait des choses pour son compte, pour ses intérêts à lui. Et puis, quel que soit l'engagement que vous avez pris, ça n'engage que vous. Et lui, ce sont ses affaires qu'il fait. Et des cas comme ça, c'est soi-disant des camarades de cette nature, mais ils n'ont pas on ne juge pas pour des gens de choisir leurs amis, mais au nom de la République, en vertu de la République et au nom des considérations des lois qui sont de la République, mais nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse dire aux Nigériens, bon, il faut accepter votre sort. Que les gens, comme c'est nos militants, même s'ils ont volé, ils ont pillé, ils ont dilapidé, ils se sont enrichis bougrement de manière abusive, et ils tombent sous le coup de la loi, on ne peut rien faire à eux. Donc, on voulait simplement vous contenter de ça. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà. En conclusion, qu'est-ce que vous allez dire aux Nigériens par rapport à votre rencontre avec le président? En conclusion, ce que nous pouvons être amenés à dire sur ce volet-là, nous avons eu une rencontre que nous avons même appréciée. Nous avons estimé que l'initiative est bonne. Nous savons que nous avons parlé. Hey, on se connaît.
entre nous, là, on se connaît. Ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, surtout lui, Bazoum, avec lui. Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et ça fait 30 ans que nous, sur l'espace public, on se connaît. Et on avait dit, nous ne pouvons pas accepter que les choses se passent comme ça. Et lui-même, on sait que beaucoup de choses là, c'est pas... Lui, ce sont des gens qui se sont... Vous avez entendu la déclaration de leur parti politique. Ils se sont regroupés au sein de leur parti politique. Ils font des déclarations, ils font des menaces, ils font des trucs pour essayer de vouloir l'obliger à partager la gestion du pouvoir avec eux. Or, la Constitution n'a pas dit ça. Le président, c'est lui qui est le président, c'est lui qui est le chef de l'État. Il doit être au-dessus des partis politiques. Il peut faire appel à eux en tant que camarades pour des postes de responsabilité à partager. Mais celui qui faute, qui commet une faute dans la gestion qu'on lui a confiée, mais on doit lui appliquer la loi. Alors, si on ne peut pas appliquer aux militants, aux camarades, c'est à qui on va appliquer la loi? C'est à qui on va appliquer la loi dans ce pays? À qui? Les citoyens de quelle zone alors? Non, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est ça on a dit. Et nous avons dit que ça, là, il faut que les gens voient ça et ils règlent ça. Il n'y a pas à dire que... Dans tous les cas, ça ne va pas se passer comme ça. Okay. Nous avons dit et nous avons réitéré et nous avons dit... Il a dit même, lui, de faire des propositions par rapport à la situation qui entretient tous ces conflits latents, les questions politiques, les difficultés. Vous avez vu tout à l'heure les jeunes douaniers qui ont fait leur concours de douane. La justice a ordonné qu'on les recrute, mais vous avez vu comment aujourd'hui ils sont en train d'être ballottés à gauche, parce que tout simplement un individu a estimé que ce n'est pas opportun que lui accepte que ou bien quelqu'un. Il n'y a pas de voie d'action qui puisse être une voie détournée en dehors de la loi. Et c'est au nom de la loi qu'on a ordonné qu'on les permette d'aller travailler. Je parle que de ces cas-là, mais il y en a des milliers de cas de ce genre-là. C'est ça, on a dit vraiment. Vous savez les conditions dans lesquelles les choses se sont passées. Maintenant, la situation qui est là, le peuple nigérien, il attend de vous juger au résultat, c'est-à-dire à vos actes. Vous avez même vu, quelques mois auparavant, les gens étaient en train de croire que votre approche était une façon de rassurer les gens que, conformément à votre discours d'investiture, que vous allez effectivement aller dans le sens de rétablir la justice, de rétablir l'équité, de sanctionner qui a commis des fautes et de promouvoir ceux qui ont bien fait. Ceux qui ont bien fait, il faut les promouvoir. Parmi ici, dans leur parti, il y a des bons militants qui ont bien fait ou qui peuvent bien faire. C'est à eux là il faut faire appel. Et non des larbins qui sont là capables de faire des saloperies comme ça, celles qu'on a vues au ministère de la Défense et d'ailleurs dans tous les autres ministères. C'est ça que les gens doivent comprendre. Dans tous les autres ministères-là, les gens se sont mis à faire de la boulimie. Quand vous partez voir tous ces ministères-là, mais vous allez trouver des choses ahurissantes. Et nous avons écouté le monsieur de l'AGE, Agence judiciaire de l'État, qui dit répondre au nom de l'État que l'État on organise une sorte de tricherie morale qui consiste à vouloir accuser injustement les opérateurs économiques d'être responsables de la rupture d'égalité dans la passation des marchés, ceux qui ne les regardent pas. Et ensuite, on dit on a fait une transaction par ailleurs pour s'entendre sur ce qui est considéré comme étant des manquements. Et puis de l'autre côté, sachant très bien que même si on dit l'action publique va se faire, mais l'action publique, elle va se faire autour de quoi? La plainte ne concerne qu'un problème qui ne concerne pas les mises en cause. À partir du moment où ça ne concerne pas les mises en cause, mais le juge est obligé de constater que pour faire non constitué, mais les gens sont... il y a non lieu. Il ne peut pas être coupable de ce qu'on les reproche. Parce que eux, ils sont des opérateurs économiques, mais ceux qui sont avisés par rapport à ça, ce sont les ministres responsables qui ont été capables qui ont géré le dossier et qui ont ordonné les marchés. Merci, donc, voilà ce qu'on a. Donc, je veux que chacun comprenne ça. Nous, en ce qui nous concerne, c'est comme toujours. Nous savons qu'en ce qui nous concerne, ce pays-là, c'est le nôtre. Personne ne viendra aussi de quelque part pour faire le changement qu'il faut à notre place. Et c'est ensemble que nous devons nous mobiliser pour amener le changement. Nous avons même lu dans les propos de ce monsieur qu'il y a peut-être quelque part une certaine volonté de faire quelque chose, mais il y a une grosse force interne, une grosse machine qui essaie de travailler à ramer à contre-courant. Parce que si justement on viendrait aller dans le sens de l'application
de mesures en question, mais c'est la plupart d'entre eux qui vont se retrouver justement en lieu et place de comment il s'appelle, de Anas Djibril aujourd'hui, qui est injustement arrêté pour des choses, pour des opinions qu'il a dit, pour ceux qu'il a soulevés, pour ceux qu'il a exprimés par rapport au ressentiment qu'il a eu à l'occasion des élections. C'est valable pour les autres. Donc, voilà comment nous avons vu le problème et comment on a abordé, et en ce qui nous concerne la question. Et à la fin, on s'est dit, bon, en tout cas, globalement, tous, que ce soit nous de notre côté, comme lui-même, il a quand même reconnu et loué la franchise qui a caractérisé notre échange, notre débat. Et ça a été, comme il a dit, même laborieux, que depuis qu'il est là, il n'a jamais fait un entretien, une réunion de 4 heures de temps, et avec qui que ce soit. Et bon, finalement, avec nous, il a accepté le débat. Alors, on a fait le débat. Merci, Président, pour toutes ces précisions. Le temps de revenir avec vous sur un autre sujet. Rendons-nous au Mali où, une semaine après l'annonce des batteries de sanctions par la CEDEAO contre ce pays, le Premier ministre malien Choguel Maïga a officiellement réagi à travers un entretien sur la télévision nationale. Il s'agissait pour lui de réaffirmer la position du Mali relativement à la CEDEAO. Choguel Maïga a également annoncé le dépôt d'une plainte au niveau des juridictions africaines et internationales contre la CEDEAO car il juge les sanctions illégales. On écoute Choguel Maïga. J'ai l'habitude de dire à certains que dans une certaine mesure, sans exagération, le destin de l'Afrique se joue au Mali en partie. J'ai l'habitude de dire aussi à certains que c'est dans les difficultés qu'on connaît ses amis. Les amis, pour donner une sorte d'allégorie, c'est comme les étoiles. C'est dans l'obscurité qu'on les voit. Nous sommes aujourd'hui sous un voile épais qu'on a mis sur le Mali, qui crée de l'obscurité. Il y a des amis que nous voyons. Nous ne serons jamais isolés. Même les pays qui ont pris les sanctions, leur gouvernement, en leur âme et conscience, mais surtout leur peuple, sont avec nous aujourd'hui. Nous voudrons remercier les peuples africains. Monsieur le Premier ministre, la pomme de discorde, vous l'avez dit, c'est ce chronogramme provisoire de 5 ans, puis de 4 ans que vous avez proposé à la CEDEAO, chronogramme qui d'ailleurs, certains vous le reprochent au plan national, n'a pas été publié au plan national. Qu'est-ce qu'il dit concrètement, puisqu'on n'en sait pas les détails? Vous savez, nous avons tenu d'abord à ce que le peuple malien se prononce. Les assises nationales de la refondation, qui ont été un grand lieu de débat, plus de 85 à 90 000 personnes ont participé, ont pris la parole pendant ce débat. C'est du jamais vu dans l'histoire du Mali. Toutes les forces politiques significatives, sans exception, sociales, religieuses, ont participé. La CEDEAO dit que ça n'a pas été inclusif. Il n'y a pas un seul parti dont les militaires n'ont pas participé à la base. On a vu un certain nombre de responsables politiques, je respecte leur comportement, leur opinion, mais à la base, vous allez voir dans les statistiques, parce que aux assises, tout a été transparent. Des présidents de partis, des maires, des présidents de section à la base ont présidé des séances des assises. Ils ont signé, ils ont donné le nom de leur parti. Et certains nous ont dit qu'ils ont dit à leur direction ici, que pendant qu'ils parlent d'élection, dans leur localité, on ne peut pas parler d'élection aujourd'hui. C'est ce qu'ils appellent souvent des responsables coupés de la réalité. Ensuite, quand vous regardez, quand la CEDEAO dit que ça n'a pas été inclusif, personne donne la parole à un certain nombre de personnes dans certains médias internationaux, mais les partis réellement représentatifs, est-ce que vous avez entendu les dirigeants parler? La plupart de ceux à qui on donne la parole, moi je les respecte, mais sur le plan politique, combien d'élus ils ont? Il y en a qui n'ont pas un élu. Ils ont un récépissé, mais ils sont toujours dans les médias internationaux. Chaque fois qu'on veut jeter l'opprobre sur le Mali, c'est vers eux qu'on court pour donner le... Donc les assises ont été inclusives. Et le gouvernement a dit qu'il attend que le peuple malien se prononce. Le peuple s'est prononcé. Et nous avons pris
ce sur quoi le peuple s'est prononcé, pour le décliner en un chronogramme pratique. Maintenant, il faut que j'insiste sur ça et que les Maliens le comprennent, et les amis du Mali. Une transition n'est pas une fin en soi. Une élection n'est pas une fin en soi. L'erreur que la CEDEAO commet, c'est de ramener tout aux élections. Le Mali n'a fait que des élections depuis 30 ans. Pourtant, pendant 30 ans, il n'a cessé de sombrer. Il n'a eu que des coups d'État. Et d'ailleurs, le dernier coup d'État est intervenu à la suite d'élections. Donc l'élection ne peut pas être une fin en soi. Du Premier ministre malien Choguel Mega à la suite des sanctions annoncées par la CEDEAO contre son pays, c'était le dimanche dernier à Accra. Nous restons au Mali où nous avons appris le décès aujourd'hui de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par l'agent actuel au pouvoir. Ibrahim Boubacar Keïta est décédé donc à Bamako à l'âge de 76 ans. Retour sur ce plateau avec notre invité du jour, Mamadou Arzika, pour réagir par rapport à l'intervention ou à la réaction officielle des autorités maliennes contre la décision des chefs d'État et des pays membres de la CEDEAO. Je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de réagir par rapport à ce qui se passe au Mali. Il vous souviendra qu'il y a quelques jours déjà, on en a parlé, on a dû échanger avec vous sur ce qui a été les décisions catastrophiques que l'UEMOA et la CEDEAO sont venus à prendre contre le Mali de manière totalement illégale. Nous l'avons dit, c'est totalement illégal. On ne peut pas vouloir rétablir la légalité en faisant de l'illégalité. C'est-à-dire que les textes de la CEDEAO n'ont pas prévu ces mesures-là que les gens ont inventées. Et comme on a vu le petit Macron en train de jubiler, de gesticuler pour exprimer son contentement sur le fait qu'en agissant comme ça, la CEDEAO et l'UEMOA, ils les ont aidés et les ont donné sur un plateau d'argent une voie d'action qui va permettre d'atteindre, selon eux, et les autorités de la transition, à qui ils reprochent de ne pas vouloir coopérer dans le sens de ce qu'ils attendent ou ce qu'ils veulent. Non, mais les autorités là ne peuvent pas aller en dehors de ce que veut le peuple malien qui s'est mobilisé comme un seul homme et pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec la façon dont les choses étaient en train de se gérer sous l'empire de la gouvernance de Ibrahim Boubacar Keïta. Et paix à son âme, il paraît qu'il est mort aujourd'hui et que Dieu ait son âme et qu'il rencontre la grâce de Dieu, le pardon de Dieu par rapport à tout ce qui a été fait. Surtout pour avoir refusé d'aller dans le sens de la CEDEAO au moment où il y a eu le coup d'État, où les gens ont voulu coûte que coûte qu'il faut forcément le ramener au pouvoir et il a fini par dire, lui il a décidé de démissionner. Donc il a facilité les choses et pour le peuple malien et même pour l'Afrique. Donc nous estimons qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Et ce qui est choquant, c'est le comportement de certains pays tel que justement le président ghanéen il nous a déçus. Pour ce qu'il a dit lorsque Macron est venu au Ghana le rencontrer, pour ce qu'il a pu dire par rapport aux engagements qu'eux sont venus à prendre et par rapport à leur pays, le Ghana, et même la vision de l'Afrique, parce que le Ghana, quand même, c'est un pays panafricaniste, parce que c'est le pays de Nkrumah. Et Nkrumah, on connaît l'histoire, on connaît tout ce que cette personnalité historique a essayé de faire pour la naissance de l'Union africaine, de l'OUA à l'époque, et puis pour la volonté de voir l'Afrique unie et solidaire pour aller vers le développement commun de toutes nos régions africaines. Donc, qu'on voit aujourd'hui un Nana Akufo accepter de venir se laisser aller à cette danse du ventre comme entraîné par les Ouattara. Ouattara, lui, on connaît. On connaît Ouattara, on connaît que, bon, dans tous les cas, il sait qu'il est insignifiant et que la preuve, voilà, c'est un petit enfant qui vient le manipuler, le jouer et qui le fait faire parce que tout simplement, il considère que lui, il doit sa place à la France, qu'il a imposé, qui a fait ce qu'elle a fait. Tout le monde se rappelle avec Sarkozy où ils sont venus, ils ont organisé eux-mêmes le coup d'État.
pour enlever Gbagbo et remettre le pouvoir entre les mains de ce monsieur-là, qui est devenu leur pantin, et donc depuis lors à leur solde, et qui continue à utiliser jusqu'à aller à déboucher sur les contradictions flagrantes entre leurs propos. Quand ils disent d'un côté, ils sont contre le deuxième mandat, le troisième mandat, pardon, avec Ouattara, on le retient même parce qu'on veut qu'il joue un rôle important par rapport à cette question de comment on appelle ça, du franc CFA. Et qu'ils ont maintenant comme ça, là, de façon totalement, j'allais moqueur, et faire en sorte qu'ils puissent décider que le CFA devient éco, et ils n'ont même pas besoin de demander l'avis des gens. Parce que pour eux, c'est quoi? En 1945, à la création de cette monnaie, c'est une monnaie créée par la France. Mais à partir de 1960, les pays sont devenus indépendants. Donc, quand ils sont devenus indépendants, il a fallu qu'ils aient la possibilité de décider de dire oui ou non, on continue avec le CFA ou pas. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Donc, aujourd'hui, la situation au Mali, ce que M. Cheguel a dit, je suis totalement d'accord avec lui. Je pense que ce n'est pas lui. Il faut regarder le peuple, le message que le peuple envoie. Et vous avez bien vu comment le peuple a été mobilisé avant-hier, le vendredi, dans la ville de Bamako, comme dans les autres villes régionales, partout où cela a été possible. Maintenant, nous avons entendu certains de nos responsables qui ont une certaine lecture totalement biaisée de la situation du Mali, qui ont une lecture totalement erronée de ce qui se passe au Mali, parce qu'un pays comme le Niger, considérer qu'il doit soutenir cette position-là de la CEDEAO, c'est catastrophique. Parce que aujourd'hui, le Niger, grâce à cause de Barkhane, d'abord l'opération Serval, puis l'opération Barkhane, la France a imposé, par la force qu'elle a, elle a imposé à l'armée malienne de ne pas arriver dans les 2/3 du territoire, notamment dans la région de Kidal. Et donc, comme il les empêche de venir, regardez, même pour que le président Ibeka vienne à Gao ou il vienne à Kidal, il faut qu'il demande une autorisation. Mais c'est devant des situations pareilles que nous, on va avoir des responsables de nos États qui vont avoir à croire que non, que ce qui se passe au Mali, c'est une situation normale. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aller aux élections pour faire partir les régimes qu'ils considèrent comme les régimes militaires, les régimes de la force. Mais la plupart d'entre eux, on leur a dit ça. Tous ces chefs d'État-là, la plupart d'entre eux, même le Nana Akufo, les élections qu'on a fait au Ghana, mais on a vu de quelles conditions ça a été fait. Eux tous, ils ont utilisé des voies détournées pour se faire élire, pour se faire imposer comme étant les élus de leur pays. Alors, dès lors que vous pouvez passer à la corruption, vous pouvez passer à d'autres voies d'action qui sont de nature à vouloir détourner le choix sincère, libre et conscient des peuples, des militants, des citoyens par rapport à vous. Et après, quand vous êtes investi, vous décidez allègrement de violer la loi. Vous décidez de mettre de côté la loi et de choisir une partie de la loi que vous allez respecter. Comme ce que je viens de vous dire dans la première partie de notre entretien concernant le Niger. Voilà, M. Bazoum dit que lui, il a une alliance, il faut la gérer, que la constitution c'est un idéal. Et donc, par conséquent, on ne peut pas dire de respecter stricto sensu, mais c'est ça l'engagement qu'il a pris. C'est ça l'engagement, c'est de respecter la Constitution et la faire respecter. Et donc, si vous ne pouvez pas la faire respecter, parce que ce sont vos amis, vos camarades qui sont en cause, alors là, dans ces conditions, vous êtes totalement en porte-à-faux avec votre serment, et donc vous devez tirer les conclusions. Et la plupart de ces chefs d'État-là, tous les pays, dans les 15 pays de la CEDEAO, disons les 14 pays membres de la CEDEAO, je n'ai pas vu un seul pays où il y a 10 personnes qui se sont mobilisés pour dire qu'ils soutiennent la CEDEAO, en tant que peuple, en tant que citoyen ordinaire, qu'ils soutiennent et ils sont pour la sanction qu'on a prise contre le Mali. Mais partout, par contre, on a vu des actions, des mobilisations, des ressentiments, des critiques, des trucs pour dénoncer et condamner cette décision comment on appelle ça. Mais pourquoi diantre les responsables de la CEDEAO ne vont pas se regarder en face et dire ah, on a commis une erreur, on va revenir. Surtout que eux, les Maliens, ils n'ont même pas considéré que bon, c'est une fin de non-recevoir et puis c'est fini, maintenant on est prêt à en découdre. J'ai entendu dans les discours que le monsieur Goïta a fait et il a dit bon, qu'il reste encore ouvert à la possibilité de trouver une voie d'action. Nous sommes dans une situation où les gens doivent comprendre quelque chose, monsieur Hassan. Ce qui se passe au Mali actuellement là,
mais ça n'a jamais existé nulle part ailleurs au monde. C'est important de le comprendre. C'est la première fois qu'on a tout un peuple mobilisé avec les autorités du moment. Ensemble, ils sont en train de se mobiliser, non pas pour à l'interne, parce qu'il y a un problème à l'interne, mais vis-à-vis de l'extérieur, parce qu'ils sont agressés de l'extérieur par des gens qui veulent les étrangler, les étouffer. Et ces gens-là, les pays-là qui le font, dans tous ces pays-là, il y a les Maliens là-bas. Au Niger, à Niamey actuellement, il y a au moins 200 000 personnes qui sont Maliens. Je me rappelle, il y a eu un moment, une élection, on a fait des trucs, on a eu quelque chose de 700 000 Maliens au Niger. Et quand il y a eu une élection ici, là, et ils ont fait voter leur diaspora ici. Donc ça veut dire qu'au Niger, le Niger est totalement imbriqué avec les Maliens. Nous ne sommes même pas des frères jumeaux. Nous sommes des frères siamois. On a même une frontière commune. Ce n'est pas la même chose avec le Bénin ou avec le Togo ou avec comment on appelle ça, ou avec le Nigeria ou avec comment il s'appelle le Ambalo là. Voilà, Ambalo ou autre chose. Parce que je l'ai dit le Ambalo parce qu'il a fait quelque chose qui nous énerve. Au début, voilà ce qu'il dit. Et après, maintenant, il change de position et il essaie d'aller dans le sens de ce qu'on leur a dicté. Sinon, lui, il est historiquement portugais. Pourquoi il va aller en France et aller rencontrer Macron et aller convenir de quelque chose pour venir dire que lui, il va jouer un rôle négatif contre le Mali et contre le peuple malien? Nous ne sommes pas d'accord avec ça et nous continuons à exprimer de vive voix. Alors là, de vive voix, notre soutien à ce pays et nous sommes prêts, comme nous l'avons déjà dit, à ce que tout ce que nous pouvons faire à notre capacité, qu'on le fasse pour aider le peuple malien, le Mali et l'Afrique à triompher à partir du Mali. Parce que si ça passe bien au Mali, ça va faire effet boule de neige dans tous les pays africains, même dans les autres régions africaines. Merci Noumamoud Arzika. Je rappelle que vous êtes l'acteur de la société civile, président du MPCR. Merci pour cet entretien que vous nous avez accordé sur la situation nationale et la situation au Mali. C'est la fin de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir. Audio Jungle.